Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres. 2 attaques en moins de 24 heures. Le nord du Mali connaît un regain de violence. Ce mardi, un convoi a été ciblé près de Tombouctou par des djihadistes présumés. Un militaire malien a été tué. Hier, 2 casques bleus et 1 civil ont perdu la vie. Au Congo-Brazzaville, des centaines de personnes fuient la région du Poul en raison des violences. Les autorités accusent les ex-combattants ninjas d'être derrière les attaques meurtrières de ces dernières semaines. Et puis nous irons au Maroc. Les élections législatives se tiendront ce vendredi dans le royaume. Et vous le verrez, pour les différents partis, la campagne électorale se joue aussi sur les réseaux sociaux pour toucher un maximum d'électeurs. Difficile de sécuriser le nord du Mali. Les forces onusiennes déployées aux côtés des militaires maliens ont subi 2 attaques au cours des dernières 24 heures. Hier, 2 casques bleus tchadiens ont perdu la vie. Ce mardi, un soldat malien a été tué près de Tombouctou lors de l'attaque d'un convoi par 6 assaillants. Les explications de notre correspondant François Riouet. L'embuscade a eu lieu ce matin alors qu'un convoi administratif était escorté par les forces de défense et de sécurité maliennes entre les villes de Goundam et Tombouctou. Selon le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Abdoulaye Sidibé, des terroristes ont attaqué ce convoi à bord de voitures et de motos. Ils ont pu prendre la fuite à la suite de l'attaque. Une opération de ratissage est en cours en ce moment. Un militaire malien a été tué, 2 civils et 2 autres militaires ont eux été blessés. C'est la 2e attaque en moins de 24 heures dans le nord du pays. Hier, c'est à Aguelok, dans la région de Kidal, qu'une attaque a visé le camp des casques bleus tchadiens. Plusieurs tirs de mortier, puis une attaque à la mine et ou à l'engin explosif improvisé ont tué 2 casques bleus tchadiens, en ont blessé 8 autres, dont 3 gravement. Au Congo-Brazzaville, la situation sécuritaire dans la région du Poul n'a cessé de se dégrader ces dernières semaines. Les autorités accusent les ex-rebelles ninjas liés au pasteur Ntoumi d'être derrière les attaques qui ont coûté la vie à de nombreux civils et aux forces de sécurité. Dernier incident en date, l'attaque d'un train vendredi dernier qui a fait 14 morts. Ces troubles ont provoqué un exode massif des populations du Poul. Le récit de Nicolas Germain. Les attaques se sont multipliées ces derniers jours dans le département du Poul. Un train a été pris pour cible, mais également une ambulance. Pour les autorités, il s'agit des ex-combattants ninjas de l'ancien chef rebelle Frédéric Binsamou, alias le pasteur Ntoumi. Les ninjas ont braqué un bus. Ensuite, les gens qui les ont blessés ont été évacués vers Brazzaville dans une ambulance. Sur la route, les ninjas ont tendu l'embuscade. Les partisans du pasteur dénoncent une occupation militaire dans le Poul. Ntoumi et 2 de ses lieutenants sont toujours recherchés par la police. Le Poul a un problème tout simplement parce que nous hébergeons des gens qui sont recherchés par la justice. Ces gens, vous les connaissiez très bien. Ces dernières attaques ont provoqué un exode massif des populations. Nous avons fui parce que nous avons entendu de très fortes détonations. Avec nos bébés, nous avons passé la nuit debout en pleine forêt. Nous voulons rentrer à Brazzaville, mais certains chefs de village nous ont demandé d'attendre ici. La situation dans le Poul s'est dégradée depuis l'attaque dans le sud de Brazzaville en avril qui avait fait plusieurs morts. Elle avait eu lieu alors que la Cour constitutionnelle venait de valider l'élection controversée de Denis Sassou Nguesso, qui cumule plus de 32 ans au pouvoir. Les autorités ont alors accusé les hommes du pasteur Ntoumi d'avoir mené cet assaut et elles les ont pourchassés dans le Poul. C'est déjà dans cette région que l'armée avait affronté les ninjas pendant 5 longues années, entre 1998 et 2003. En République démocratique du Congo, le gouvernement dément l'annonce du report des élections par le président Kabila. L'information avait été relayée par plusieurs médias dans la journée. Selon le communiqué, le gouvernement a également rappelé que le chef de l'État n'avait pas les prérogatives de convoquer les élections. Le président congolais a abordé le sujet en marge d'un déplacement en Tanzanie. Je vous propose d'écouter les propos exacts du président Kabila. Nous voulons être bien préparés pour tenir ces prochaines élections. Si nous décidons d'organiser nos élections à la fin de cette année, ou même l'année prochaine, nous voulons que tout se déroule de manière pacifique, pendant le scrutin et même après l'annonce des résultats. Nous voulons être prêts.
Et je vous le disais en titre, les Marocains sont attendus aux urnes ce vendredi pour les élections législatives. Les libéraux du PAM et les islamistes du PJD font la course en tête, mais le Parti national historique Istiklal espère convaincre également les électeurs. La campagne se joue aussi sur les réseaux sociaux où chaque camp a décidé d'occuper l'espace virtuel. Le reportage de Rabia Oussibrahim et Mohamed Amerkad. Un studio flambant neuf, un animateur, des invités, des flashs infos. Le parti historique Al-Istiklal mise sur sa web radio et les réseaux sociaux pour convaincre l'électorat marocain. Une nécessité selon les cadres du parti. Ces nouveaux supports, ces nouveaux outils médiatiques qui nous permettent de communiquer, on les utilise pour la première fois dans la campagne électorale. On a une cellule qui s'occupe de ça, on avait une cellule qui s'occupait déjà de ça pour pouvoir suivre cette approche au niveau national. Et là, on l'a renforcée. Tête d'affiche de la page Facebook d'Al-Istiklal, le secrétaire général du parti, Hamid Chabat, aux côtés des gens du peuple, ce qui a suscité l'admiration et provoqué des railleries. Sur les pages du parti de l'opposition, authenticité et modernité, des photos et montages vidéo des différents meetings à travers tout le Maroc. Et un slogan déjà bien connu, le changement c'est maintenant. Le PAM se pose comme la seule alternative aux islamistes. En revanche, le parti Justice et Développement du chef du gouvernement mise lui sur son bilan. Derrière ces capsules dynamiques en Darija diffusées sur YouTube, une cellule de jeunes militants très bien équipés. Le parti se vante d'être le premier à avoir une web TV digne de ce nom. Sa chaîne YouTube enregistre plus de 2 millions de vues. Nos adversaires nous attaquent médiatiquement et ils ont pu mettre la main sur les groupes de médias pour influencer le public. Mais grâce à Dieu, nos choix ont prouvé leur efficacité pour contrer une campagne contre nous qui a duré 5 ans. La campagne électorale enflamme ces jours-ci la webosphère au Maroc. Pas étonnant dans un pays de plus en plus accro aux réseaux sociaux. Suite et fin de la visite de Fayez El-Sarraj en Algérie, le chef du gouvernement libyen d'Union nationale basé à Tripoli est venu chercher le soutien du gouvernement algérien dans la crise que traverse son pays. Il a ainsi pu s'entretenir avec le Premier ministre Abdelmalek Sellal. L'impasse politique perdure en Libye. Les appels à la réconciliation nationale lancés par Fayez El-Sarraj ont été rejetés par le général Haftar. Ce dernier soutient l'autre gouvernement installé à Tobrouk. Et justement, le ministre des Affaires étrangères du gouvernement de Tobrouk était l'invité de l'entretien de France 24. Mohamed El Daïri est revenu sur la popularité du général Haftar qui pourrait le mener à la tête de la Libye. On l'écoute. Il appartiendra aux Libyens, le moment venu, d'élire le général Haftar, dont la popularité, je dois le dire, est croissante, que ce soit à l'ouest, à l'est ou au sud de la Libye, surtout suite à la reprise des terminaux pétroliers et au contrôle par l'armée nationale libyenne du croissant pétrolier. C'est une mesure qui a été accueillie à bras ouverts par les masses libyennes. Et donc, je pense que les Libyens sont d'accord pour qu'un homme de la trempe de M. Haftar soit à leur tête. Mais c'est aux Libyens eux-mêmes, le moment venu, de se prononcer. Des bonnes nouvelles nous parviennent du Cameroun. Rigobert Song est sorti du coma. Il se trouve actuellement dans un état acceptable. C'est ce qu'a indiqué l'hôpital de Yaoundé où il a été admis. L'ex-capitaine des Lions indomptables avait été victime dimanche d'un AVC. Il va être transféré dans la nuit à La Pitié-Salpêtrière à Paris. Elles ont décidé de prendre les choses en main. Au Sénégal, les habitantes d'un quartier à la périphérie de Dakar se sont organisées pour financer elles-mêmes les rénovations de leurs maisons. Des habitations endommagées par les intempéries. Et ces femmes en ont eu assez d'attendre indéfiniment l'intervention des services de l'État. Sarah Sako est allée à leur rencontre. Regardez. Fatimata supervise les finitions de sa maison abîmée par la saison des pluies. Les infiltrations avaient complètement détruit le sol et la toiture. Ici, quand la pluie tombe, il y a beaucoup de l'eau sur la véranda. Et on oblige de prendre des seaux et enlève de l'eau pour évacuer. Si Fatimata a pu offrir ses travaux à la famille, c'est grâce à un crédit contracté sur 20 mois. J'ai emprunté 600 000 francs et je vais payer
fin du mois, 31 500. Les 30 000, c'est pour les travaux. 1 500, c'est pour le bénéfice de notre caisse. Fatimata est en effet l'une des 1500 bénéficiaires d'un projet de restructuration du quartier de Djida Tiaroy Kao à Pikine, en banlieue de Dakar. Sur ce site, impropre à la construction, l'évacuation des eaux tient de la débrouille, un cauchemar en saison des pluies. Pour lutter contre l'insalubrité, des habitantes ont réagi. Elles se sont constituées en groupement d'épargne et financent elles-mêmes la rénovation du quartier. Chaque groupe a plus de 30 membres et chaque mois on épargne. Avec cette épargne, on a pu bénéficier des prêts. S'il pleut, on n'a pas de soucis. S'il vente, on n'a pas de soucis. Cet ensemble de 55 groupements de femmes est encadré par une association locale, Urbasen. Nous faisons le suivi technique financier. Nous faisons aussi le suivi des sentiers. Pourquoi ces femmes? Parce que ces femmes sont exclues du système financier en fait, à l'heure actuelle. Et aujourd'hui, ces femmes remboursent. Le projet a déjà permis de rénover une centaine de maisons. 300 habitations au total devraient être sauvées des eaux d'ici 2017. Et c'est la fin du journal de l'Afrique. Paris Direct continue avec Aude Le Christ. Je vous retrouve quant à moi dans 45 minutes. À tout à l'heure.